Bonjour Monsieur le Premier ministre, Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir ici en Tunisie. merci. Et quand on pense à la Tunisie, on pense au Maghreb. Ainsi, face à l'évolution des blocs régionaux et aux pressions des grandes puissances et superpuissances comme les États-Unis et la Chine, quelle initiative concrète la Tunisie et ses voisins pourraient-ils lancer pour renforcer leur coopération et stimuler l'innovation? Le point de départ de tout ensemble régional, c'est d'être capable d'approfondir son unité. Nous sommes dans un monde qui a profondément changé en quelques années. Nous étions dans une mondialisation libérale où les lois de l'espace dominaient. Et nous sommes rentrés dans une mondialisation fragmentée en blocs. Ça veut dire qu'il y a une prime aux régions qui sont capables de se structurer pour construire des solidarités de proximité. Et c'est tout l'enjeu et tout le défi pour le Maghreb. Est-ce que le Maghreb est capable de structurer sa croissance économique autour d'infrastructures, autour de réseaux énergétiques, autour de systèmes d'eau, autour de moyens technologiques qui lui permettent de développer l'ensemble de ces espaces. Cette unité économique, sociale, culturelle, technologique, elle dépend très largement de variables politiques. La clé de l'unité d'une région, c'est la capacité qu'ont les États à s'entendre bien les uns les autres. Or, au Maghreb, il y a un certain nombre de difficultés liées à l'histoire, de contestations frontalières, de sujets hérités de la colonisation, c'est la question du Sahara occidental, tout ceci, si l'on veut rentrer dans une nouvelle époque, doit être dominé. Le Moyen-Orient, pas très loin, participe des mêmes défis et des mêmes difficultés. Le Moyen-Orient ne pourra trouver son unité régionale que lorsque le conflit palestinien sera réglé, quand les relations entre Israël, le Liban, la Syrie sera réglée, quand la question du nucléaire iranien sera réglée. Donc le Maghreb a un défi, c'est de renforcer l'ensemble de ces coopérations techniques, économiques, culturelles, mais cela suppose davantage d'unité politique. Mais il y a un autre facteur qui peut favoriser l'intégration. C'est que le Maghreb bénéficiera considérablement de coopérations privilégiées avec d'autres régions. Et il y a une région voisine, c'est l'Europe. Des deux côtés de la Méditerranée, nous avons une proximité très marquée par l'histoire et par la géographie. Et la capacité de renforcer les coopérations entre ces deux ensembles, qui sont complémentaires à bien des égards, passe effectivement par un intérêt commun que nous avons à encourager l'intégration politique, économique et régionale des deux côtés de la Méditerranée. Et de ce point de vue-là, il y a donc, en quelque sorte, une logique de partenariat, de co-développement, de co-responsabilité. Nous ne sommes plus dans la logique nord-sud, où il y avait un nord dominant et un sud qui était limité par un certain nombre d'activités économiques et techniques. Nous sommes aujourd'hui dans un véritable partenariat qui suppose que des deux côtés, à égalité, nous puissions trouver les bases d'un progrès commun. Ça veut dire faire de gros efforts dans le domaine de la question des migrations, par exemple, de la question de la gestion des trafics, de la question des partenariats économiques et technologiques. Mais les synergies sont là, on le voit ici en Tunisie, dans la réussite d'un certain nombre de groupes économiques et technologiques qui, d'ores et déjà, ont compris et trouvé les moyens de ce développement en liaison avec les marchés européens. Il faut approfondir cela, l'approfondir, et c'est un des enjeux des questions de formation, l'approfondir aussi dans le domaine de la formation des jeunes, des talents, pour que les compétences puissent s'améliorer, s'élever, et donc que le partenariat puisse s'approfondir et devenir encore plus efficace. Merci beaucoup pour votre réponse. Vous l'avez souligné, la coopération régionale apparaît donc comme incontournable et légitime. Cependant, la vraie question est de savoir par où commencer. Ainsi, si le Maghreb devait lancer un projet commun dès demain, pour peser dans le nouvel ordre mondial, lequel serait le plus bénéfique pour la région? Est-ce qu'un projet environnemental, écologique,
Politique, économique, sociale? Alors je crois que la logique, qui a été celle de l'Europe, pour prendre l'exemple de ce que l'Europe a fait, c'est de mettre l'économique d'abord. Nous avons commencé par, la coopération économique dans le domaine du charbon et de l'acier dans les années, 50 au lendemain de la guerre et nous avons poursuivi par la création de la Communauté européenne et aujourd'hui nous avons élargi en développant un marché européen qui touche à l'ensemble des différents secteurs, même s'il y a encore beaucoup à faire, notamment dans le domaine des capitaux. Donc, un des choix possibles, c'est de suivre l'itinéraire qui a été celui de l'Union européenne et de commencer par, une intégration économique, un partage économique. Et il est évident qu'aujourd'hui, réfléchir à un meilleur partage dans des coopérations sur l'eau, par exemple, les interconnexions dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des infrastructures, de transport, c'est vrai que autant les infrastructures de transport existent dans une logique nord-sud, autant elles existent peu dans une logique est-ouest. Donc désenclaver les régions, mais ça suppose de pouvoir ouvrir les frontières, ça suppose de pouvoir structurer les territoires en optimisant l'intérêt de chacun à travers une logique de développement des ports qui puissent bénéficier, par exemple, ou des aéroports qui puissent bénéficier à l'ensemble de la région. Donc, c'est d'abord se doter des infrastructures, se doter d'un partage de développement à travers des interconnexions qui augmentent la capacité de la région à produire, à consommer, à se développer et je pense que cette logique-là, c'est la bonne. Ma conviction, c'est que ce n'est pas complètement séparable des autres dimensions, sociales, économiques, culturelles. D'une certaine façon, l'ensemble de ces dimensions doivent aller de pair en privilégiant les partenariats qui sont susceptibles d'être mis en place rapidement et qui sont susceptibles de marcher. Il n'y a pas de démarche sur le plan régional et international qui soit plus efficace que la démarche qui consiste à montrer à tout un peuple qu'un projet donne des résultats. Une des grandes difficultés du monde d'aujourd'hui, et c'est vrai partout, hein, dans le monde, c'est vrai en Chine, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, c'est vrai en Afrique, c'est la difficulté à recenser des choses qui marchent. Quand quelque chose marche, il y a un enthousiasme, il y a un appel d'air, il y a de la volonté d'aller de l'avant, de multiplier les initiatives. Et donc, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est de quelque chose qui marche. Merci pour votre réponse. Et cette dynamique ne se jouera pas uniquement entre États. Nous, les jeunes, aurons un rôle décisif. Ainsi, Monsieur de Villepin, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent contribuer au renouveau économique et politique de leur pays dans un contexte d'incertitude globale? C'est-à-dire, quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui souhaitent s'engager dans le combat d'une vie? C'est une question difficile et c'est celle que nous avons tous à régler à tous les âges. Et de ce point de vue-là, il faut être lucide. Votre génération a une tâche particulièrement difficile. Et je le dis souvent en France et en Europe, mais c'est vrai dans beaucoup de régions du monde, votre génération a un défi encore plus lourd. Parce que vous avez, dans la plupart des cas, à faire face à une dette écologique laissée par la génération précédente, à une dette financière laissée par la génération précédente, et à un monde qui est encore plus difficile et plus complexe à aborder. Et c'est pour cela que la première chose, à mon sens, qu'il faut faire, c'est essayer d'enrichir, de diversifier son expérience. Euh, une bonne formation, c'est bien, mais être capable d'ouvrir cette formation, d'élargir son horizon, voyager, regarder ce qui se fait ailleurs, au-delà des frontières, ce qui se fait dans les pays voisins, ce qui se fait sur d'autres continents, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir se situer, de pouvoir mesurer le champ des connaissances qui reste à apprécier, et c'est la possibilité de transcrire chez soi un certain nombre des idées qu'on a pu avoir. Il y a un programme qui a fait une différence pour beaucoup de jeunes en Europe. C'est le programme Erasmus. Le programme Erasmus est un programme qui permettait à un jeune Français d'aller passer quelques mois en Espagne, au Portugal, en Allemagne. Moi, je pense que ce programme, nous devrions être capables dans les prochaines années de le développer entre l'Union européenne et le Maghreb. Avoir, et une partie de l'Afrique, progressivement. Je pense que
plus nous sommes capables de nous ouvrir aux autres réalités de pays voisins, d'ensembles régionaux voisins, plus notre horizon s'agrandit. On a souvent tendance à voir midi à sa porte. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va très très vite, qui change très très vite, où rien n'est figé, où les possibilités sont immenses, et donc il ne faut pas s'enfermer, mais bien essayer de relever les défis du monde. Donc, euh, s'ouvrir au monde et en même temps questionner sa propre conscience, questionner sa propre intelligence en acceptant de penser différemment. L'une des règles que je me suis fixée dans ma vie, c'est de penser contre moi-même. On a toujours tendance à croire qu'on détient la vérité, que l'on est fort et riche de ses certitudes. Je pense le contraire. Je pense qu'il faut accepter tous les jours de se soumettre à la question. Vous voyez, quand on se sert de nos petits iPhones et qu'on va sur ChatGPT, quand vous posez une question à ChatGPT, la plupart du temps, les algorithmes font que ils vont dans votre sens, ils vous donnent raison, ils suivent la pente de la question que vous avez posée. Et donc, il faut constamment reprendre ChatGPT en disant: «Faites-moi maintenant une analyse critique de ce que vous venez de me dire», pour avoir l'autre face, la face cachée de la Lune. Si on veut vraiment comprendre un sujet, il faut le regarder sous différents angles. Regardez ici, dans cette pièce, il y a 1, 2, 3, 4 caméras qui prennent chacune un angle différent. Chacune de ces caméras regarde une partie de la réalité. Et si on n'avait qu'une de ces caméras, on aurait une réalité différente de celle des autres. Eh bien, c'est pareil en matière intellectuelle, en matière culturelle. Notre regard n'est pas le même selon que l'on regarde la question palestinienne vue du Chili, vue de Washington, vue de Tokyo, ou vue de Paris, ou vue de Tunis. C'est un autre regard. Et il faut donc avoir conscience, et c'est en ça que la technologie moderne est utile, quand vous regardez l'ensemble des chaînes auxquelles vous avez accès, eh bien, passez 10 minutes sur Al Jazeera, passez 10 minutes sur TF1, passez 10 minutes sur une chaîne comme CNN, ça vous donne des angles différents, des questions différentes, des regards sur le monde différents. Il ne faut pas s'enfermer dans des certitudes, pas plus qu'il ne faut s'enfermer dans des algorithmes qui vous mettent avec des gens qui pensent comme vous et qui vous renforcent dans vos convictions. Il faut être capable en permanence d'adopter un esprit critique. L'esprit des Lumières, c'est un esprit critique où vous ne vous contentez pas d'un seul regard sur les choses et sur le monde, mais vous remettez en cause ce regard pour avoir le regard du Huron comme le regard de la personne dite civilisée. Et vous mélangez tout ça et vous avez quelque chose qui vous permet de penser le monde différemment. Merci beaucoup pour vos réponses, Merci à monsieur vous. De Villepin.